néocolonialisme, enfin en tout cas on fait semblant de se demander dans les grands médias, même si la réflexion ne va pas très loin. Ce terme de France-Afrique, il a été utilisé pour la première fois par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui devient président en 1960 lorsque la Côte d'Ivoire, avec un certain nombre de pays africains, environ une quinzaine, devient indépendant. Houphouët-Boigny, lui, il va plutôt à reculons vers l'indépendance. C'est un petit peu malgré lui que la Côte d'Ivoire est indépendante. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une très longue carrière politique en France. Il a d'abord été député à l'Assemblée nationale. Ensuite, il est devenu ministre dans les rangs de l'UDSR une première fois. Et puis ensuite, il va être ministre sous le général de Gaulle. Et lorsque De Gaulle revient au pouvoir, il va y avoir un changement de constitution. Houphouët-Boigny fait partie des rédacteurs de la constitution de la Ve République. À l'époque, il est ministre d'État. Et donc, il a déjà une très longue carrière politique en France. Et lui est très attaché à la France et il ne voit pas la nécessité que la Côte d'Ivoire devienne indépendante. En fait, à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a la création de l'ONU, dans les fondements même de l'ONU, il y a toute une liste de territoires qui sont à décoloniser. Ça contient notamment la Côte d'Ivoire, tous les pays d'Afrique francophone, les pays de l'Empire britannique. Il y a aussi la Nouvelle-Calédonie qui a connu un référendum tout récemment. Il y a la Polynésie française, il y a la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, tout un tas de pays qui, pour certains, vont devenir des départements français et pour d'autres vont être décolonisés. Et donc c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Et Houphouët-Boigny, donc, ce qu'il appelle France-Afrique, c'est le souhait pour lui que les liens les plus fermes possibles continuent d'exister entre la Côte d'Ivoire et la métropole, la France. Et donc, moins d'un an après l'indépendance, en 1961, il y a déjà la signature d'un premier accord de défense qui est signé non seulement par la Côte d'Ivoire et par la France, mais aussi par la Haute-Volta, le Burkina d'aujourd'hui, le Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui, et puis le Niger. Et donc cet accord de défense, il permet aux militaires français, malgré la décolonisation, de ne pas quitter le sol ivoirien. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la coloniale n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire. Il y a une très grande base permanente française, la base de Port-Bouët, qui est juste à côté de l'aéroport d'Abidjan. On peut citer d'autres bases qui existent encore à l'heure actuelle. À Djibouti, c'est la plus importante. Et puis il y en a deux autres un petit peu moins importantes, à Libreville au Gabon, ainsi qu'à Dakar au Sénégal. Donc ça, nous, c'est ce qu'on appelle le pilier militaire de la France-Afrique. C'est quelque chose de tout à fait officiel. Et quand je parle de ces bases, viennent s'ajouter en plus tout ce qui est opération extérieure, ce qu'on appelle les OPEX. Donc par exemple, l'opération Barkhane, qui comprend une grande partie du Sahel maintenant, ce sont des militaires français qui viennent en plus, qui sont en opération extérieure. Mais donc les bases permanentes, ce sont vraiment des militaires à demeure, même si évidemment ils tournent. Il y a de l'ordre de 900 soldats de manière permanente en Côte d'Ivoire. Donc ça c'est le pilier militaire. Il y a aussi un pilier monétaire de la France-Afrique, avec le franc CFA, qui à l'origine signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. Il a toujours cours aujourd'hui, évidemment, sous une autre dénomination. Donc ça c'est le pilier monétaire et qui permet en fait notamment aux grands groupes français qui ont des contrats en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ce sont les deux zones CFA en Afrique. Ces grands groupes français peuvent du coup rapatrier leurs bénéfices sans être sous le coup éventuellement des variations de change ou ce genre de choses. Et cet outil monétaire prévoit aussi que la moitié des réserves de change de ces pays soient sous séquestre en France. Donc, et ces pays, du coup, ne sont pas libres de leur politique monétaire, puisque tous les 6 mois, il y a des réunions entre les ministres des Finances de ces zones-là et des représentants de la Banque de France et du Trésor public français. Donc voilà deux des piliers institutionnels de ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est-à-dire que lorsque De Gaulle met en place les indépendances, il prévoit des choses qui permettent au contraire à la France de préserver ses intérêts dans ces régions-là. Il y a aussi un autre volet de la France-Afrique qui est le volet occulte. Donc, ce dont je viens de vous parler, c'est régi par des textes qui sont tout à fait publics. Mais en 1960, dans les années qui précèdent, dans les années qui suivent,
Paris va tout faire pour mettre en place des régimes qui lui sont favorables. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est très facile, ça va être Houphouët-Boigny. Dans d'autres endroits, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment au Cameroun. Il va y avoir un parti politique, l'Union des populations du Cameroun, qui est très populaire et qui a vraiment à cœur d'avoir une véritable indépendance. Et donc, il va y avoir une véritable guerre menée par les militaires français au Cameroun. On sait assez peu, par exemple, que l'armée française est allée jusqu'à utiliser du napalm pour réduire notamment les bases populaires de l'UPC. Donc c'est vraiment des crimes énormes qui ont été commis au Cameroun. Et il va aussi y avoir des assassinats politiques. D'abord Ruben Umniobé, le leader de l'UPC, en 1958, il me semble. Et ça va être en 1963, un autre leader, Félix Moumié, va être empoisonné par les services français. Ça, c'est quelque chose qu'on sait de manière, qu'on a appris de manière certaine beaucoup plus tard. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet le deuxième versant de la France-Afrique, le côté occulte, avec une véritable politique d'assassinat dans les années 60. On peut aussi citer encore le cas du premier président élu au Togo, Sylvanus Olympio, qui prévoyait justement de se défaire du franc CFA. Il a été lui aussi assassiné par les services français. Donc voilà, aujourd'hui la France-Afrique, c'est plus aussi brutal, en tout cas dans son versant public, que ce qu'on a pu connaître à ce moment-là. Il y avait un homme aux côtés du général de Gaulle qui était vraiment chargé de mettre en place une politique de réseau, c'est-à-dire entretenir des liens quasiment quotidiens avec les hommes qui préservaient les intérêts de la France. C'est Jacques Foccart. Donc lui, il avait un bureau aux 2 rue de l'Élysée. Ce n'était pas un ministre de la République, mais il était en charge des affaires africaines. Et donc, on pense qu'il se téléphonait quasiment quotidiennement avec Houphouët-Boigny. Et ça va servir notamment à la France pour mener un certain nombre de déstabilisations dans la région. La plus importante, c'est ce qu'on a appelé la guerre du Biafra. Donc, en France, on a connu la guerre du Biafra à la fin des années 60 à travers toute une campagne de presse qui avait lieu pour expliquer qu'il y avait un génocide qui était en cours, avec les French Doctors qui étaient sur place et qui témoignaient de la souffrance des enfants, notamment des enfants qui mouraient en nombre. On s'est aperçu, on a compris un petit peu plus tard, qu'il y avait des arrière-pensées au soutien politique apporté par la France aux sécessionnistes biafrais. Donc le Biafra, c'est une région de Nigeria qui est relativement riche en hydrocarbures. Et donc on pense que la France avait des arrière-pensées, notamment du point de vue des matières premières stratégiques. Mais au-delà, il y avait sans doute la volonté pour Paris et pour Houphouët-Boigny, qui adhérait totalement à cette politique, de fragiliser le Nigeria, qui est le grand concurrent de la Côte d'Ivoire en termes de poids économique en Afrique de l'Ouest. Alors, pour être franc, le Nigeria pèse beaucoup plus lourd que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la 2e puissance économique en Afrique de l'Ouest. Et donc, Houphouët a complètement adhéré à ce soutien aux sécessionnistes biafrais. Ça va se traduire notamment par des livraisons d'armes qui viennent de France, qui sont officiellement pour la Côte d'Ivoire, mais en fait, aussitôt qu'elles atteignent Abidjan, elles sont redirigées vers les sécessionnistes biafrais. On sait aussi que, donc, grâce à Ronnie Broman notamment, qui a fait un travail sur l'histoire de Médecins sans frontières, et de l'un des fondateurs de Médecins sans frontières, Bernard Kouchner. Bernard Kouchner s'est fait connaître au tout début, justement, en allant au Biafra, soi-disant pour soigner les enfants biafrais. Mais on sait maintenant que dans les avions qui apportaient de l'aide, c'est-à-dire du riz, des médicaments, se trouvaient aussi des armes. Et donc les services français alimentaient en armes cette sécession biafraise. Aujourd'hui encore, il reste l'un des stigmates de cet épisode, de ce sinistre épisode. Les Ivoiriens savent qu'à Abidjan, il y a un quartier qui s'appelle Biafra. Pour la simple raison que lorsqu'il y a eu une déroute complète des sécessionnistes, Houphouët a accueilli l'élite biafraise dans ce quartier à Abidjan. Donc voilà un petit peu le rôle de pivot qu'a pu jouer Houphouët-Boigny pour la France, pour mener un certain nombre de déstabilisations. Beaucoup plus tard, dans les années 80, la France, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny vont déstabiliser le Libéria.
il va y avoir une terrible guerre menée par le leader Charles Taylor, qui va prendre le pouvoir par les armes et en commettant de nombreux massacres au Libéria. Et il y a des rapports de l'ONU qui montrent que cette rébellion de Charles Taylor était alimentée en armes, notamment par le biais du Burkina Faso, avec des livraisons d'armes qui passaient par l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc voilà deux exemples. Le premier, le Biafra à la fin des années 60, et le Biafra fin des années 80, début des années 90, je pense que ça partait de 1990 si je ne me trompe pas, où la Côte d'Ivoire a servi à déstabiliser la zone. Alors Houphouët-Boigny va rester au pouvoir jusqu'en 1993, c'est-à-dire jusqu'à son décès. Au plan interne, c'est quelqu'un qui est plutôt apprécié des Ivoiriens, parce qu'on dit qu'il a su préserver la paix, et quand on voit la suite, effectivement, on peut comprendre qu'on retienne surtout ça de cette période. C'est quelqu'un qui a aussi développé le système éducatif avec une école gratuite, qui a électrifié une bonne partie des communes en Côte d'Ivoire. Mais c'est quelqu'un qui a surtout continué au plan économique la politique mise en place sous la colonisation. Les colons ont attribué à la Côte d'Ivoire le rôle d'une immense plantation, parce que le sol est extrêmement fertile, une plantation pour le cacao, pour l'EVA, donc ça c'est disons les deux premières matières premières agricoles qui intéressaient les colons. Il y a eu la construction d'un chemin de fer qui allait d'Abidjan jusque vers le nord et jusqu'au Burkina Faso. Dans un sens, ça permettait aux produits français d'être exportés vers les pays de l'Hinterland, ceux qui ne sont pas sur la côte, donc le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Et dans l'autre sens, ça permettait d'avoir de la main-d'œuvre qui venait de ces pays-là, parce qu'il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre sur les plantations. Et Houphouët-Boigny va complètement continuer cette politique coloniale. C'est-à-dire que sous Houphouët-Boigny, on a pu parler du miracle économique ivoirien. En fait, c'était, on va s'en apercevoir par la suite, plutôt un mirage économique, et qui était basé sur cette politique agricole. Houphouët-Boigny lui-même possédait des plantations, c'était un grand propriétaire terrien. Et lorsqu'il va être d'abord élu député en France, il va faire voter une loi contre le travail forcé. Mais il y a, lui, un intérêt personnel, c'est-à-dire que lui, planteur africain, ne bénéficiait pas de la main-d'œuvre gratuite fournie par le travail forcé, alors que c'était le cas sur les plantations des Français. Donc voilà, Houphouët-Boigny va continuer cette politique, et notamment cette politique d'accueil d'une main-d'œuvre immigrée issue des pays du Nord. Et on dit qu'il les accueillait à bras ouverts, et ces populations issues de l'étranger pouvaient voter sans problème aux élections sous Houphouët-Boigny. Alors je dis ça parce que ça va poser des problèmes par la suite. À la fin, donc en 1993, lorsque décède Houphouët, il y a 3 hommes politiques très importants et qui vont transformer la vie politique ivoirienne en un vrai panier de crabes. Donc je vais citer les noms et puis je vais vous dire d'où viennent ces personnes. C'est Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo et Henri Konan-Bédié. Alors le dernier, Henri Konan-Bédié, c'est quelqu'un qui est bien connu des Ivoiriens parce que c'est l'un des caciques de l'ancien parti unique d'Houphouët-Boigny. Comme la plupart de ces pays d'Afrique francophone, pendant longtemps il y a eu un régime de parti unique. Va y avoir un parti clandestin qui va se monter dans les années 80, fondé entre autres par Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien. Donc c'est l'opposant historique, disons, de Laurent Gbagbo. Il va se présenter aux élections à la fin des années 80, peut-être en 1986 par là, il va faire de l'ordre un peu moins de 20%. Et donc l'ère du multipartisme est enfin arrivée en Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et de manière assez ironique, Laurent Gbagbo raconte que le score qu'il a fait lui avait été donné par Paris avant même les élections. On ne sait pas si c'est vrai, mais voilà, pour la petite histoire. Le troisième personnage, c'est donc Alassane Ouattara, qui, lui, devient Premier ministre en 1990. Et c'est quelqu'un que les Ivoiriens connaissent très mal lorsqu'il devient Premier ministre. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière dans les grandes institutions financières internationales. Il a d'abord été l'un des directeurs de la BCAO, c'est la banque qui est en charge du franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il va être directeur Afrique
au sein du Fonds monétaire international. Et en fait, la raison pour laquelle il est nommé Premier ministre, c'est parce qu'à la fin des années 80, il y a une chute du prix des matières premières, et notamment du cacao, au niveau international. Et la Côte d'Ivoire, qui fait partie de ces pays qu'on a encouragé à s'endetter à une époque où les taux d'intérêt étaient très faibles, prend de plein fouet cette crise et ne peut plus honorer sa dette. C'est un petit peu ce qu'on a connu avec la Grèce beaucoup plus récemment. Et comme dans le cas de la Grèce, eh bien on va lui apporter une aide. Alors dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'Union européenne, c'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale qui vont lui prêter de l'argent, mais avec des contreparties qu'on appelle les plans d'ajustement structurel. Donc ces plans d'ajustement structurel, ils prévoient la fin de l'école gratuite, dont je parlais tout à l'heure, ils prévoient de lourdes coupes dans les budgets sociaux, et ils prévoient une grosse vague de privatisation. Donc les plans qu'on a imposés à la Grèce récemment et dont on nous parle dans les médias, une bonne partie de l'Afrique les a connus il y a bien longtemps maintenant. Et donc en fait, la contrepartie, donc, à cette époque-là, on demande aussi à Houphouët-Boigny de nommer un Premier ministre à même d'appliquer ce plan. Et donc c'est Alassane Ouattara, qui vient du FMI, qui va appliquer ces plans. Alors cette vague de privatisation, elle va notamment bénéficier aux grands groupes français, notamment le groupe Bouygues, qui est déjà beaucoup présent dans le BTP en Côte d'Ivoire, qui sous Houphouët va construire la basilique de Yamoussoukro, qui est une énorme basilique. Alors Houphouët, pour se défendre, explique que c'est sur ses deniers personnels que cette basilique a été construite. Donc ça vous explique un peu la perméabilité qu'il pouvait y avoir entre la cassette d'Houphouët et le trésor ivoirien. Va y avoir le groupe Bouygues va remporter le marché de la distribution d'électricité et d'eau. Le groupe Bolloré, qui est déjà présent dans les plantations d'EVA, de cacao, lui va remporter le marché du chemin de fer. Et par la suite, il aura le marché portuaire à Abidjan. Donc voilà un petit peu les deux énormes groupes français qui sont présents en Côte d'Ivoire. Et donc Alassane Ouattara va notamment se rapprocher à l'époque du Premier ministre. Alors, le Premier ministre en France, c'est. Son nom m'échappe, c'est Édouard Balladur, merci. Et son ministre des Finances, c'est Nicolas Sarkozy. Et donc, il va y avoir une longue amitié qui se scelle à ce moment-là entre Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara. Donc, voilà. Finalement, Alassane Ouattara va être Premier ministre de 1990 à 1993. Et il faut bien voir que Houphouët est relativement malade. Et donc, une bonne partie des pouvoirs reviennent à son Premier ministre, Alassane Ouattara. Lors du décès d'Houphouët, il va y avoir une première tension pour savoir qui assure l'intérim du pouvoir. Et finalement, c'est le président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, donc le leader de l'ancien parti unique, qui va devenir Premier ministre, puisque c'est ce que prévoit la Constitution ivoirienne. Il va y avoir des tensions politiques qui vont se faire jour, puisqu'avec le décès d'Houphouët, ces trois hommes politiques vont souhaiter accéder aux plus hautes fonctions. Les premières élections de l'après-Houphouët vont avoir lieu en 1995. Et en 1995, évidemment, Henri Konan Bédié se présente, et face à lui va se former un front républicain, c'est-à-dire une alliance entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Alors c'est assez difficile à croire lorsqu'on connaît la suite des événements, mais c'est bien ce qui se passait en 1995. Et donc ce front républicain, notamment, se met en place parce que Henri Konan Bédié durcit son pouvoir. Il voit en Alassane Ouattara un concurrent très difficile à battre aux élections. Et pour cette raison, il va mettre en place ce qu'on appelle la politique de l'ivoirité. Alors la politique de l'ivoirité, on va en entendre beaucoup plus tard. On va en entendre parler dans les médias français, mais beaucoup plus tard, on va nous en parler lorsque Laurent Gbagbo deviendra président de la Côte d'Ivoire. Mais cette politique, elle a bien été mise sous Henri Konan Bédié. Et elle consiste notamment en une loi électorale qui empêche Alassane Ouattara de se présenter, puisque la loi électorale stipule alors que pour se présenter, il faut être ivoirien, mais aussi de père ivoirien et de mère ivoirienne.
Et ça va disqualifier Alassane Ouattara de la course à la présidentielle. Et par solidarité, Laurent Gbagbo va se retirer de la course à la présidentielle lui aussi. Donc finalement, Henri Konan Bédié est élu en 1995 sans véritable concurrent face à lui. Le régime d'Henri Konan Bédié va se discréditer très rapidement, non seulement à cause de cette politique d'ivoirité, mais aussi sur le plan économique. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est notamment aidée par l'Union européenne, et l'Union européenne va finir par taper du poing sur la table à cause des détournements nombreux et massifs du gouvernement ivoirien à l'époque. La France, elle, ne dit rien. Elle ne dit rien ni au moment de la politique d'ivoirité d'Henri Konan Bédié, ni au moment de la dénonciation de ces détournements. Alors j'ai oublié l'un des volets de l'ivoirité, il y a le côté législatif avec cette loi électorale, mais par ailleurs, sous Henri Konan Bédié, il va y avoir un certain nombre d'universitaires dont les travaux vont viser à classer les Ivoiriens, depuis les Ivoiriens de circonstance jusqu'aux Ivoiriens multiséculaires. Et par Ivoiriens de circonstance, on entend ceux qui ont immigré récemment en Côte d'Ivoire, ou bien de manière plus vaste, l'ensemble des Ivoiriens issus du nord de la Côte d'Ivoire. Puisque les frontières de la Côte d'Ivoire ont été décidées par le colon, c'est-à-dire les Français, et elles ignorent tout des réalités des populations sur place. Donc évidemment, les mêmes patronymes se retrouvent dans le nord de la Côte d'Ivoire et dans les pays voisins, que ce soit en Guinée, au Mali, au Burkina Faso. Et d'ailleurs, dans les années 30, sous la colonisation, la Côte d'Ivoire et une bonne partie du Burkina Faso ne faisaient qu'une seule entité. Donc la question de la nationalité est, disons, empoisonnée dès le début. Mais elle va aussi empoisonner la vie politique pendant de longues années, donc à commencer par le régime d'Henri Konan Bédié. Finalement, Henri Konan Bédié va être renversé par un coup d'État militaire le 24 décembre 1999 par celui qu'on va surnommer le Père Noël et qui en réalité est le général Gay. Donc le général Gay, lui, c'est quelqu'un qui vient au pouvoir, qui est mis en place par une junte de jeunes militaires donc, qui renversent Henri Konan Bédié et qui font appel à ce militaire. Le général Gay se présente aux Ivoiriens en disant qu'il va balayer la maison Côte d'Ivoire et qu'il va organiser des élections libres et transparentes en l'espace d'un an, et il promet qu'il ne se présentera pas. En fait, moins de 6 mois plus tard, il changera d'avis. Loin de résoudre le problème politique de la Côte d'Ivoire, il va lui inscrire dans le marbre de la Constitution ivoirienne ce fameux article de loi qui empêche Alassane Ouattara de se présenter. Il va soumettre cette nouvelle constitution à un référendum et elle sera avalisée par la majorité des Ivoiriens qui se déplacent ce jour-là. Et à l'automne 2000, finalement, il décide de se présenter à l'élection présidentielle. Donc le général Gay figure sur la liste des candidats, Laurent Gbagbo aussi. En revanche, Ouattara est à nouveau écarté, et Henri Konan Bédié, qui a dû fuir le pays au moment du renversement, lui ne peut pas se présenter non plus puisqu'il n'habite plus en Côte d'Ivoire. Alors on dit qu'il y aurait eu un accord secret entre Laurent Gbagbo et le général Gay pour se partager le pouvoir. Évidemment, le général Gay prévoit de rester président et sans doute de nommer Laurent Gbagbo Premier ministre. Alors il y aura environ 30%, 30-33% des électeurs seulement qui se déplacent en Côte d'Ivoire. Toujours est-il que ce faible nombre d'électeurs décide d'écarter le général Gay. Et donc c'est Laurent Gbagbo qui l'emporte. Et là, il va y avoir des journées assez terribles à Abidjan, où descendent dans la rue, d'une part, les militaires restés fidèles au général Gay, qui souhaitent son pouvoir, qui prétendent qu'il a gagné les élections. Il y a d'autre part les partisans d'Alassane Ouattara, qui veulent que de véritables élections aient lieu, libres et transparentes. Et il y a aussi évidemment les partisans de Laurent Gbagbo, du Front populaire ivoirien, qui veulent faire valoir la victoire de Laurent Gbagbo. Et c'est finalement Laurent Gbagbo qui accède au pouvoir et qui est reconnu par la France. Alors on peut s'étonner un petit peu que Paris ait d'une part laissé le renversement d'Henri Konan Bédié être fait par
par la junte militaire et par le général Gay, sans réagir. Et on peut aussi s'étonner que Paris ait reconnu l'élection de Laurent Gbagbo, l'opposant de toujours d'Houphouët-Boigny, et donc opposant historique au parti unique. En fait, il faut se souvenir qu'à l'époque en France, c'était la cohabitation. Donc Jacques Chirac était à l'Élysée, mais c'était Lionel Jospin qui était Premier ministre. Et Lionel Jospin, pour décrire sa politique africaine, expliquait qu'elle consistait c'était un ni indifférence, ni ingérence. Et donc on dit qu'à Noël 99, lors du renversement de Bélier, Chirac aurait souhaité l'intervention des militaires français pour maintenir le président ivoirien, mais Jospin et son gouvernement auraient dit non. Et donc il n'a pas été possible de rétablir Bélier. Moins d'un an plus tard, lorsqu'il y a des élections, si Laurent Gbagbo est reconnu assez facilement par la France, c'est sans doute parce que son pays, le Front populaire ivoirien, est membre de l'Internationale socialiste, comme le PS français. Et donc c'est toujours Jospin qui est Premier ministre. Et on peut comprendre que ça a facilité les choses pour reconnaître Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc voilà un petit peu, très souvent, il faut faire le parallèle entre les événements qui se passent en Afrique francophone et le jeu politique à Paris. Notamment cette politique de réseau, elle est assez particulière. Le PS et les leaders politiques du PS ont certaines relations avec certains leaders africains. La droite française en a parfois d'autres. Et on peut jouer les uns contre les autres. Au printemps 2002, Chirac retrouve les deux rênes du pouvoir. Et finalement, la Côte d'Ivoire va être déstabilisée en septembre 2002. Pour continuer ce parallèle, en septembre 2002, il va y avoir une nouvelle rébellion qui va à nouveau tenter de renverser cette fois-ci Laurent Gbagbo, mais qui va échouer. En revanche, cette rébellion va réussir à prendre deux villes importantes du nord et du centre-nord de la Côte d'Ivoire, Bouaké et Korogo. Alors on sait maintenant que cette rébellion était venue du Burkina Faso, au sens où, autour du général Gay, il y avait eu une division parmi les jeunes militaires qui avaient fait le renversement de 1999. Certains lui sont restés fidèles au général Gay lorsqu'il a voulu se présenter aux élections, et d'autres lui en ont terriblement voulu. On dit qu'ils étaient sans doute liés à Alassane Ouattara, ou en tout cas que leur candidat à eux, c'était plutôt Alassane Ouattara. Et donc ces militaires ont dû s'exiler un peu avant les élections de 2000, et ils ont été accueillis au Burkina Faso par Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré, c'est celui qui est arrivé au pouvoir après l'assassinat de Thomas Sankara au milieu des années 80, et qui avait une politique d'accueil des opposants de manière générale en Afrique de l'Ouest. Et ainsi, un jeune militaire ivoirien, Ibrahim Koulibaly, IB, a été accueilli dans les villas du quartier Ouaga 2000, et c'est à partir de là que s'est formé l'embryon de rébellion ivoirienne, à l'automne 2000, et un petit peu plus tard, et donc c'est cette rébellion venue du Burkina Faso qui va tenter de renverser Laurent Gbagbo. Alors, face à cette rébellion, Laurent Gbagbo va demander l'application pleine et entière de l'accord de défense dont je parlais tout à l'heure, celui de 1961. Et cet accord de défense, il prévoit certes que les militaires français puissent stationner en Côte d'Ivoire, mais en contrepartie, si la Côte d'Ivoire est agressée, alors la France doit préserver le pouvoir ivoirien, doit défendre le pays. Paris va refuser l'application en ce sens-là de l'accord de défense. Et Paris va refuser en disant que cette rébellion est interne à la Côte d'Ivoire. Et en plus, non seulement cela, mais en plus les médias français vont être relativement favorables à cette rébellion, en attribuant à Laurent Gbagbo la politique de l'ivoirité, en ayant une mémoire courte, en oubliant que c'était sous Henri Konan Bélier qu'elle avait été mise en place. Et donc à Paris, dans les journaux français, on va pouvoir lire que les rebelles ivoiriens ont à cœur qu'il y ait des élections libres et transparentes en Côte d'Ivoire et que tous les Ivoiriens puissent voter aux élections, même ceux qui sont issus du nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ceux dont Henri Konan Bélier avait essayé d'empêcher de voter dans les années 90. Donc il va y avoir un espèce d'amalgame qui est fait,
Et c'est ainsi que, aux yeux de l'opinion publique française, les rebelles ivoiriens sont plutôt sympathiques. Il va même y avoir un journaliste présent sur place, Théophile Kouamouo, qui est un journaliste franco-camerounais. Donc il est présent en Côte d'Ivoire au moment de la rébellion. Il écrit des articles, il est pigiste pour Le Monde. Et au bout de quelques semaines, il va démissionner du Monde en faisant une lettre ouverte, en expliquant que ses articles sont réécrits à Paris. C'est-à-dire que lui essaye d'expliquer la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et à Paris, on déforme un petit peu pour présenter sous un jour beaucoup plus favorable la rébellion. Et à partir donc de septembre 2002, la diplomatie française n'aura de cesse de légitimer la rébellion ivoirienne. Ça va se traduire en imposant, en faisant pression sur les deux camps rebelles et le camp de Laurent Gbagbo, en faisant pression pour qu'il y ait d'abord une ligne de cessez-le-feu qui soit décidée, et le long de laquelle les soldats français vont se déployer. Ça va permettre à la rébellion de tenir la moitié de la Côte d'Ivoire pendant plus de 10 ans. Et alors qu'on peut se poser des questions, comment est-ce qu'une rébellion regroupant peut-être 1 millier d'hommes, peut-être un petit peu plus, peut tenir la moitié d'un pays comme ça. Donc ça va être le cas sans doute parce que la France a en fait gelé le conflit. Le deuxième aspect de l'ingérence française tout à fait officielle, c'est le fait qu'on va inviter en janvier 2003 les différents partis politiques ivoiriens, mais aussi les mouvements rebelles, à une table de négociation à Paris. Et donc ces négociations de Linas Marcoussi vont déboucher sur un nouveau gouvernement ivoirien, où on va demander à Laurent Gbagbo de nommer au portefeuille de la Défense et le ministère de l'Intérieur, de les confier à des rebelles. Donc ça paraît absolument incroyable, mais c'est ce que demande la France. Alors sitôt rentré à Abidjan, Laurent Gbagbo va désavouer cet accord, et il va demander aux Ivoiriens de descendre dans la rue pour contester cet accord. Alors c'est pas tout à fait Laurent Gbagbo, ce sont ce qu'on appelle les jeunes patriotes, c'est-à-dire des leaders étudiants, donc qui vont demander aux Ivoiriens de descendre dans la rue et de contester ce qui est imposé depuis Paris. Donc ça va être les premières grandes manifestations anti-françaises en janvier-février 2003 à Abidjan. Il y a une contrepartie quand même à cet accord qui est que les rebelles doivent désarmer dans un relativement court laps de temps, en l'espace de quelques mois, pour permettre donc des élections enfin libres et transparentes. Laurent Gbagbo, on lui demande aussi de modifier la loi pour que Alassane Ouattara puisse se présenter aux élections. Donc voilà un petit peu le début de l'intervention française en Côte d'Ivoire, ce qu'on va appeler l'opération Licorne, donc qui débute en 2002-2003. En 2004, les forces loyalistes vont tenter de reprendre le nord de la Côte d'Ivoire, parce que les militaires fidèles à Laurent Gbagbo s'impatientent, voient que les rebelles du Nord s'enquistent dans le nord de la Côte d'Ivoire et n'ont pas du tout l'intention de désarmer. Et effectivement, tout le long de la crise ivoirienne, il va y avoir l'enjeu du désarmement qui n'arrivera jamais. On va arriver jusqu'en 2010, où on va nous faire croire à une sortie de la crise ivoirienne par les élections, mais finalement, ces élections vont être le point de départ d'un nouveau moment fort de la crise. Ça va déboucher sur une reprise des hostilités. D'accord ? Donc cette sortie par les élections, elle ne marche pas. Pourquoi ? Parce que les rebelles ont toujours refusé de désarmer. Et ces élections en 2010 vont avoir lieu dans un pays qui est toujours coupé en deux. Mais avant d'arriver aux élections de 2010, il va y avoir donc l'épisode de 2004. Donc je vous disais que les forces loyalistes vont tenter de reprendre le nord de la Côte d'Ivoire à partir du 2 novembre 2004. Les premiers jours de cette offensive, c'est une offensive aérienne. Il va y avoir des bombardements qui sont effectués par l'armée favorable à Gbagbo sur un certain nombre d'objectifs militaires dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les 2 premiers jours, il n'y a pas de réaction internationale, il n'y a pas de réaction française. Le 6 novembre 2004, c'est le début de l'offensive terrestre qui arrive dans la périphérie de Bouaké, le fief rebelle, jusqu'à ce qu'un bombardement ait lieu sur un camp militaire français. Ça va provoquer 9 morts et un enchaînement d'événements assez terribles. Donc, sitôt connus les 9 morts, les Français donnent l'ordre
de mettre hors d'état de nuire les moyens aériens ivoiriens. Donc ce qu'on appelle les Sukhoi, ce sont des avions russes qui ont été vendus aux forces loyalistes, sont détruits. Les hélicoptères de l'armée ivoirienne sont aussi détruits. Face à ça, les jeunes patriotes à Abidjan vont à nouveau appeler les gens à descendre dans la rue et à demander le départ de l'armée française. Donc les jeunes patriotes interviennent à la télévision sans parler du bombardement, mais uniquement en disant que les militaires français viennent de détruire les moyens de l'armée ivoirienne. Va y avoir parallèlement 3 colonnes de blindés français qui quittent la zone de cessez-le-feu pour prendre position dans Abidjan. Et on a des images de Canal+, qui vont être diffusées vers la fin du mois de novembre, où on voit les hélicoptères français de nuit qui mitraillent les ponts à Abidjan pour empêcher la progression de la foule vers le camp militaire français et vers l'aéroport d'Abidjan, où ont pris position les militaires français. Donc là, il y a une véritable reprise en main d'Abidjan par les militaires français. Face à ça, des civils désarmés essayent de s'interposer, et l'armée française qui tire. D'une part par ses hélicoptères, et d'autre part, un peu plus tard, le 8 ou le 9 novembre, il va y avoir des blindés français autour d'un hôtel, l'hôtel Ivoire, qui fait la fierté des Ivoiriens. Donc les blindés français se sont positionnés autour de cet hôtel. Les manifestants sont venus là aussi contester la présence militaire française, et les soldats français vont finir par tirer dans la foule. Le bilan de ces journées est de l'ordre de 60 morts. Ça, c'est le bilan officiel côté ivoirien. Du côté officiel français, le ministère de la Défense ne va cesser de faire des déclarations contradictoires. En disant d'abord que ce sont des gendarmes ivoiriens qui ont tiré dans la foule, en disant que la foule était armée, enfin voilà, il va y avoir un certain nombre de versions. Là encore, il va y avoir un peu plus tard des images de Canal+, qui sont en fait des images qui vont être diffusées par Canal+, mais ce sont des images ivoiriennes, qui montrent très clairement les militaires français, on les voit tirer sur la foule. Et ce qui est relativement choquant là aussi du point de vue de la couverture médiatique, c'est que ces images ont été mises à la disposition de toutes les télévisions françaises. Mais les chaînes publiques vont refuser de les diffuser. Et c'est uniquement Canal+ qui va les diffuser, et même la rediffusion de ce reportage-là sera empêchée. Et le magazine de Canal+, qui les a diffusés, va disparaître quelques mois plus tard. Donc, il va y avoir un blackout complet sur la réalité de l'intervention française. Dans les médias français, on va se focaliser uniquement sur le bombardement de Bouaké, où il y a des victimes françaises. Et le deuxième volet, ça va être sur les exactions que subissent les expatriés français à Abidjan. Puisque une partie des manifestants se sont retournés contre les expatriés français. Il va y avoir un certain nombre de villas qui vont être pillées, et beaucoup d'expatriés français vont quitter la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et donc la couverture médiatique française, elle consiste surtout à illustrer le retour de ces expatriés en expliquant qu'ils sont victimes de la part des jeunes patriotes de violences. Le journal Le Monde, le 11 novembre, va même en une, va écrire qu'il y a des corps blancs décapités dans les rues d'Abidjan. Ce qui est absolument faux, ce qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a aucun expatrié français qui est mort à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a deux réalités complètement différentes qui sont expliquées d'une part aux Ivoiriens, où on ne parle pas du bombardement, et d'autre part aux Français, où on ne parle que des exactions subies par les militaires français, bien sûr, ceux qui sont décédés à Bouaké, et par les expatriés qui fuient la Côte d'Ivoire. Alors, il va y avoir une instruction qui va être lancée par la justice française de 2004 à 2018, uniquement sur le volet du bombardement de Bouaké. Il n'y aura rien de fait au niveau français sur ce que nous considérons au sein de l'association Survie comme des crimes de guerre, ces fameux 60 morts à Abidjan. Donc la justice française, en fait, elle est saisie par les familles des militaires qui sont décédés à Bouaké, ainsi que les nombreux blessés. Je vous ai dit, il y a eu 9 morts, il y a aussi un civil américain qui est mort dans le bombardement, et il va y avoir une trentaine de militaires français qui sont blessés. Donc les familles portent plainte, et à l'issue de cette très longue instruction judiciaire, la dernière juge en date sur le dossier, la juge Sabine Kéris, a demandé 2 choses. La première chose, c'est le renvoi devant une cour d'assises
des pilotes biélorusses, c'était des mercenaires, qui ont effectué le bombardement de Boaké, ainsi que les copilotes ivoiriens qui étaient dans les avions. Il y a 2 avions en fait qui opéraient à ce moment-là. La deuxième chose qu'elle demande, et qui peut paraître plus surprenante, celle-là, elle demande le renvoi de 3 ministres français, Michel Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense, Michel Barnier, qui était ministre des Affaires étrangères, et Dominique de Villepin, qui était ministre de l'Intérieur. Elle demande le renvoi de ces 3 ministres devant la Cour de justice de la République. Alors on peut se demander pourquoi. En fait, dans son ordonnance de renvoi, elle explique qu'au plus haut sommet de l'État français, on a tout fait pour faire obstruction à l'éclatement de la vérité. Et là, j'en viens à la version du principal avocat des familles françaises, qui pense qu'à l'origine du bombardement de ce camp militaire français, il y a eu une manipulation. Et ça, c'est corroboré notamment par les dires d'un mercenaire français, mais aussi par les dires de celui qui sera le numéro 2 un peu plus tard de l'opération Licorne, et qui pense lui aussi, et qui l'a dit devant les caméras dans un reportage un peu plus récent, qui pense lui aussi qu'il y a eu une manipulation française qui a consisté à faire sans doute croire aux forces loyalistes de Laurent Gbagbo qu'il y avait une réunion de rebelles dans un endroit isolé du camp militaire français. Donc voilà, il y a plusieurs éléments du dossier d'instruction qui vont dans ce sens-là, ce n'est pas une certitude. Toujours est-il que l'endroit qui a été bombardé, c'était un mess d'officiers, et ce mess était soi-disant en inventaire, personne ne devait s'y trouver. Le bombardement a bel et bien eu lieu là, et dans le tumulte de ce bombardement, des militaires français ont trouvé abri dans ce bâtiment. C'est ainsi qu'ils seraient morts. Il y a une autre pièce du dossier qui peut faire croire effectivement à une manipulation française, c'est que par la suite, la fameuse colonne de blindés qui est venue à l'Hôtel Ivoire, au début, son premier objectif, ça a été d'aller devant la résidence de Laurent Gbagbo. Et là, les Ivoiriens, mais aussi maintenant donc l'avocat des familles de victimes, pensent que la France avait pour but de renverser Laurent Gbagbo et que cette manipulation française était destinée à légitimer le renversement de Laurent Gbagbo. Voilà, on aurait provoqué un bombardement d'un endroit isolé du camp militaire pour expliquer le fait qu'ensuite on renverse Laurent Gbagbo. Dans les pièces du dossier d'instruction, il y a aussi le journal de marche d'un certain nombre de compagnies sur place. Et on voit notamment qu'au sein de l'un des blindés qui s'est égaré, soi-disant, ça c'est la version officielle, devant la résidence de Laurent Gbagbo, au sein d'un de ces blindés se trouvait un général ivoirien. Et donc on pense que ce général ivoirien se serait dégonflé et aurait refusé de prendre le pouvoir. Pourquoi ? Parce que de trop nombreux Ivoiriens se trouvaient dans les rues à ce moment-là et défendaient la résidence de Laurent Gbagbo. Défendaient en tout cas le pouvoir ivoirien face à l'armée française. Donc voilà un petit peu les différentes pièces du dossier. Il y a 2 autres pièces très importantes qui montrent que les mercenaires qui ont opéré le bombardement ont été à 2 reprises mis à la disposition des Français. D'abord une première fois parce que ces mercenaires se sont réfugiés à Abidjan. Ils ont été sur l'endroit de l'aéroport où se trouvaient non seulement les mercenaires mais aussi les mécaniciens chargés de l'entretien de ce matériel militaire. Ce matériel militaire, en fait, il avait été vendu par un intermédiaire français qui est un ancien gendarme qui s'appelle Robert Montoya et qui s'est reconverti dans le domaine de la sécurité à Lomé, au Togo. Et donc c'est lui qui a vendu les avions militaires, mais aussi les mercenaires qui vont avec, pour les piloter, pour les réparer, pour les entretenir, à l'État ivoirien. Et donc ces mercenaires, lorsqu'ils se retrouvent sur l'aéroport d'Abidjan, les Français ayant pris position sur l'aéroport d'Abidjan, eh bien ces mercenaires se retrouvent détenus par l'armée française. On pense qu'ils ont été interrogés par les forces spéciales françaises. Mais la juge n'a jamais eu accès à cet interrogatoire. Finalement, ce que la France va faire, et c'est pour ça que Michel Barnier, la juge demande son renvoi devant la Cour de justice de la République, le ministère des Affaires étrangères va dire qu'il faut remettre ces techniciens biélorusses et ukrainiens
au consulat de Russie, puisque c'est le consulat de Russie qui représente ces pays-là. Donc une première fois, l'armée française les relâche. Ensuite, ces mercenaires vont chercher à rejoindre Robert Montoya au Togo. Et lorsqu'ils se présentent à la frontière du Togo, ils sont arrêtés par la douane togolaise. Les mercenaires prétendent être des ouvriers agricoles. Les Togolais n'en croient rien et communiquent aussitôt à Paris une photocopie des passeports en leur disant « Voilà les gens que nous détenons, ils ont peut-être quelque chose à voir avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quelques jours plus tôt. » Et là, il va y avoir un silence radio de Paris, aussi bien au niveau du ministère de la Défense que du ministère de l'Intérieur, puisque ce sont les deux ministères qui sont en lien, qui ont l'information à ce moment-là. On ne dit mot. Autrement dit, laissez-les filer. Et effectivement, donc, les mercenaires vont pouvoir partir. Donc voilà un petit peu les pièces du dossier qui permettent de mettre en cause ces ministres français. Pour en venir un petit peu à l'époque récente, le dénouement de la crise ivoirienne, donc ce sont ces élections qui ont lieu en 2010. On a fait croire à l'opinion ivoirienne que c'était le moyen de sortir de la crise, d'aller à ces élections. C'était là ignorer que donc, la Côte d'Ivoire était toujours divisée en deux et qu'aucun des deux camps n'était prêt à sortir par les élections. Et on en veut pour preuve notamment l'un des derniers rapports de l'ONU. En fait, depuis 2006, il y avait un embargo sur la Côte d'Ivoire sur les armes. Et donc, tous les 6 mois, des experts publiaient un rapport, des experts indépendants qui ont fait un travail formidable, publiaient un rapport dans lequel ils essayaient de voir est-ce que l'embargo était respecté ou pas. Il y a eu de nombreuses violations de l'embargo et c'est ainsi qu'on connaît très bien le modèle économique de la rébellion. Ils ont très bien documenté comment est-ce que les chefs rebelles, les commandants de zone, qui s'étaient partagés le nord de la Côte d'Ivoire en 10 régions, ces commandants de zone ont engrangé des millions de dollars grâce à des détournements de cacao, de coton et en rackettant les populations sur place. Et le dernier rapport, en septembre 2010, montrait que, loin d'aller aux élections, les leaders rebelles achetaient des armes pour préparer le conflit qui s'annonçait. Et en fait, au niveau du Conseil de sécurité, et un petit peu avant, au niveau du comité des sanctions, celui qui est chargé de surveiller l'embargo, qui reçoit le travail des experts, pendant plus de 6 mois, ce rapport va être bloqué. C'est-à-dire qu'on va laisser les élections ivoiriennes se dérouler et le rapport ne va être publié qu'après le renversement de Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo va aux élections. Il faut dire qu'entre-temps, on lui a fait croire qu'on allait accepter qu'il soit réélu. C'est-à-dire que Jacques Chirac était très fermement opposé à Laurent Gbagbo. En revanche, son successeur, Nicolas Sarkozy, va adopter une stratégie différente qui va consister un petit peu à endormir Laurent Gbagbo, à lui faire croire qu'il peut aller aux élections dans un pays coupé en deux, qu'on va le laisser se faire réélire et que Paris aura son soutien pour finalement résoudre en douceur la crise ivoirienne. En fait, Paris savait très bien que les élections allaient déclencher une nouvelle étape de ce conflit. Et au lendemain des élections, à la fin du mois de novembre, il va y avoir 2 prétendants, 2 personnes qui vont prétendre avoir gagné les élections. C'est d'une part Laurent Gbagbo, qui est reconnu par le Conseil constitutionnel ivoirien, parce que celui-ci va invalider les résultats dans le nord de la Côte d'Ivoire, en disant qu'il y a eu de trop nombreuses irrégularités, et que ce sont les rebelles en armes qui ont permis d'avoir des scores à la soviétique en faveur d'Alassane Ouattara dans ces endroits-là. C'est vrai qu'on a connu par la suite la carte de répartition des observateurs de l'ONU, et on a pu s'étonner que l'essentiel des observateurs n'étaient pas déployés dans le nord de la Côte d'Ivoire, mais dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le fief de Laurent Gbagbo. Et en fait, la communauté internationale va reconnaître les résultats qui sont proclamés par la commission électorale indépendante, ou plutôt par son président. Alors on parle de commission électorale indépendante, mais le nom est bien mal attribué, puisque en fait, au sein de cette commission, ce sont des représentants des différents partis politiques et des mouvements rebelles ivoiriens que l'on retrouve. Et Laurent Gbagbo se retrouve de fait en minorité au sein de cette commission électorale indépendante. Et finalement, cette commission électorale indépendante, par la voix de son président,
elle va annoncer des résultats favorables à Alassane Ouattara, et on peut s'interroger sur le fait que c'est dans le siège même de campagne d'Alassane Ouattara vont être proclamés ces résultats. Toujours est-il qu'à la fin du mois de novembre, la Côte d'Ivoire se retrouve avec deux présidents, entre guillemets, Laurent Gbagbo, qui est aussitôt investi, et Alassane Ouattara, qui est le président reconnu par la communauté internationale. C'était l'expression systématiquement employée dans les médias français. Et donc là, on va vendre l'opération militaire qui va permettre à Alassane Ouattara d'accéder au pouvoir. On va la vendre aux Français en disant, voilà, l'armée française intervient pour faire respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. En fait, ça va être très loin de ça. La diplomatie française va d'abord faire voter une nouvelle résolution à l'ONU pour permettre à l'armée française d'intervenir de manière extrêmement musclée. Il y a une expression pour ça dans la résolution qui est que l'armée française, l'ONUCI, donc c'est une opération des casques bleus, une opération de l'ONU qui a lieu sur place, mais qui a des moyens assez faibles, et sa force de soutien, l'opération Licorne, peuvent intervenir par tous les moyens nécessaires, et c'est là les mots très importants de la résolution, pour protéger les populations civiles et pour empêcher les armes lourdes d'être utilisées. D'accord ? Donc voilà le mandat officiel de la France. En fait, quelques mois plus tard, le 7 avril 2011, ce sont les blindés français qui vont enfoncer le portail de la résidence de Laurent Gbagbo pour ouvrir la voie aux rebelles favorables à Alassane Ouattara et se saisir de Laurent Gbagbo, qui sera donc emprisonné, et c'est comme ça qu'Alassane Ouattara arrivera au pouvoir. Si on compare l'action de la France avec le mandat de l'ONU, on peut déjà s'étonner qu'elle se soit ingérée dans un conflit purement politique, ce qui n'était pas prévu dans la résolution. Mais surtout, on sait que les plus gros massacres pendant ces mois-là vont avoir lieu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Douékoué, avec un quartier, Carrefour, où il va y avoir entre 800 et 1000 morts en l'espace de 2 jours à la fin du mois de mars. Et donc, une dizaine de jours plus tard, l'action de la France va se concentrer uniquement sur la question du pouvoir à Abidjan et a totalement ignoré ce qui se passait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et bien pire, dans les médias français, il y aura très peu de place qui sera faite à ces massacres qui sont commis par les rebelles favorables à Alassane Ouattara. Et par la suite, on va traduire Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale, où il se trouve toujours. En revanche, on ne va pas inquiéter les anciens rebelles qui ont aidé Alassane Ouattara à accéder au pouvoir. Donc voilà un petit peu la situation à la fin de l'opération Licorne, où l'armée française a véritablement joué Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. Alors je ne voudrais pas laisser croire que Laurent Gbagbo était l'homme qui allait permettre de mettre fin à la France-Afrique en Côte d'Ivoire, loin de là. Au début, en 2000, lorsqu'il est élu, il a effectivement un ministre de l'économie qui s'appelle Mamadou Coulibaly, qui est quelqu'un qui fait des déclarations très offensives contre le franc CFA. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire décide de mettre en concurrence différents groupes au niveau international pour les grands marchés en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que le 3e pont d'Abidjan doit être construit sous Conan Bédier. On pense que c'est le groupe Bouygues qui va construire ce très grand pont. Sous Laurent Gbagbo, mis en concurrence, les groupes français sont bien mal, en mal d'arguments, et c'est finalement un groupe chinois qui devrait remporter le marché. Donc voilà, ça c'est au début de Laurent Gbagbo lorsqu'il devient président. Il inquiète un certain nombre d'intérêts français. Mais lorsqu'il va comprendre que c'est surtout face à Jacques Chirac qu'il a à craindre, il va essayer de jouer les grands patrons français contre l'Élysée. Et donc lui aussi, Laurent Gbagbo va donner des marchés de gré à gré à des grands patrons français. Le marché du gaz aux frères Bouygues. Il n'est même pas question du groupe Bouygues, mais c'est vraiment en leur nom, les frères Bouygues. Ça va être aussi, dans le cas de Bolloré, à nouveau des concessions sur le port d'Abidjan. Et Laurent Gbagbo va même aller jusqu'à décorer Vincent Bolloré lorsqu'il va se déplacer à Abidjan. Donc voilà un petit peu.
Aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui fait le beau jeu de la France. Il faut voir que en 2008-2009 à peu près, la France avait fini par dire que finalement la base militaire de Port-Bouët c'était seulement une base de l'opération Licorne et que les militaires français allaient quitter le pays à l'issue de cette crise ivoirienne. En fait, il n'en a rien été. On avait eu pourtant des déclarations en ce sens, notamment de Gérard Longuet, ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy. Mais Alassane Ouattara a applaudi des deux mains lorsqu'en 2015, finalement, il a été décidé que l'armée française resterait bel et bien sur place de manière définitive. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Et alors un autre épisode très récent, avant que je vous cède un petit peu la parole, parce que je pense que j'ai déjà été un petit peu long. Un dernier épisode en date, pour parler d'Emmanuel Macron. Il faut voir que depuis l'élection d'Alassane Ouattara, depuis la confirmation de la base militaire permanente de la France en Côte d'Ivoire, Paris ne s'intéresse qu'au volet économique. Et donc ça se manifeste notamment par un énorme contrat de 3 milliards d'euros où soi-disant on devait annuler la dette ivoirienne, mais en fait elle est recyclée, c'est-à-dire que les Ivoiriens remboursent bel et bien leurs dettes de manière régulière, mais les crédits sont automatiquement attribués à des nouveaux marchés français dans le pays. Donc ça c'est un premier aspect. Et il y a eu un énorme contrat qui a été signé en novembre 2017. Emmanuel Macron s'est déplacé à Abidjan pour le contrat du train urbain d'Abidjan. Donc c'est ce que les Ivoiriens appellent un métro, en fait c'est plutôt un tramway. Donc c'est un marché dont on parle depuis pas mal de temps. Finalement, il est remporté par un groupe français, mais initialement, il y avait deux groupes, un groupe canadien et un groupe avec des intérêts à la fois français et coréens, qui étaient rivaux. Le groupe, à la fois français et coréen, avait remporté ce marché, mais la Côte d'Ivoire n'arrivait pas à financer le projet. Et finalement, Emmanuel Macron a décidé de mettre 1,3 milliard d'euros sur la table, mais en contrepartie, il n'y a plus d'entreprises coréennes impliquées, et c'est uniquement des groupes français qui vont construire ce tramway à Abidjan. Donc voilà un petit peu pour conclure, et je pense que je vais vous laisser la parole.